Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission. On n'a pas encore trouvé de titre avec Sophie, mais on va lancer une émission de True Crime. Et vu qu'on est que tous les deux, on va parler de True Crime pendant 1h30 là. J'espère que vous êtes prêts. Non, c'est pas vrai. Bonjour et bienvenue dans Covid Discovery. On pense fort à Faye, qui est maladou, parce qu'il fait trop chaud pour elle pour faire des lives, qu'elle avait la tête qui tourne. Et on vient de me dire que c'était Michael Mann qui a fait Ali et non pas Soderbergh. Je pensais que c'était Soderbergh. My bad. Ali, c'est Michael Mann. Pardon, on parlait de films de boxe avant. Donc je suis avec Sophie. Salut Sophie, ça va ? Salut, ça va, et toi ? Ça va très bien. Et on va pas parler de boxe, quoique il y a des gens qui prennent des coups. Il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de coups avec Francis Château. Je suis désolé, j'adore cette blague. Je trouve que c'est tellement drôle. Donc effectivement, tu l'as fait bien avec Jean Charpentier, alors je peux rien te dire. Ouais. Donc on va parler du punisseur de Greg Rucka, donc avec effectivement Francis. Donc Frank Castle, et on vous en parlait tout à l'heure. On vous en parle parce qu'il est ressorti en Deluxe il n'y a pas trop longtemps, donc on en profite. Et comme on a bientôt fini la saison, on fait les titres qu'on n'avait pas eu le temps de faire, et on se fait plaisir. Moi j'avais pas lu le Punisher moi j'adore Greg Rucka. J'ai lu beaucoup de trucs de lui. Et j'avais pas lu son finisher et j'aurais dû le faire avant parce que spoiler, moi j'ai beaucoup aimé. Mais avant de ça, on peut commencer par une petite recommandation culturelle, et avant ça on peut même commencer par une petite pub. Sachez que l'épisode il est enfin sorti. Ça fait des mois et des mois que je vous dis que ça va sortir. Grave. Ça fait des mois et des mois que ça n'est pas sorti. L'épisode sur la fantasy, les livres de minuit sur la fantasy est enfin sorti. Vous pouvez d'ores et déjà aller l'écouter. Il est disponible sur tous vos réseaux de podcasts et sur le site internet. Voilà. Et je ne sais pas s'il est sur YouTube. Faudrait que je crois pas que ce soit encore sur YouTube, mais il est en podcast. Vous pouvez aller l'écouter. Comme c'est moi qui me l'ai monté, vous pourrez aller me dire que c'est très mal monté ou que c'est très bien monté. Je ne sais pas. Tout en sachant que j'ai dû couper des trucs, changer des machins. Si à un moment vous sentez que il y a eu un petit décalage de son entre des passages, bah c'est que il y a eu des trucs qui ont été enregistrés ou rééchangés. Enfin, je ne rentrerai pas dans. Tu as laissé quelques-uns de nos. Oui, sûrement. J'ai dû en laisser des milliards. Pour les suivants, t'es en concurrence. Ah oui, c'est vrai que c'est XP qui fait les suivants. Moi, j'ai pas mis trop d'extraits parce que j'ai la flemme, tout simplement. Voilà. Mais pour la fantasy, à part. Ouais, il y avait pas grand-chose à. Putain, c'est dingue. J'ai lu Badien. J'en profite. J'en ai parlé ou pas déjà ? J'ai fini les cycles de Sif. J'ai fini les Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Donc j'ai lu les 3 tomes. C'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien du début à la fin. Mais il y a un petit truc qui m'a gêné. Et c'est un petit truc qui arrive souvent dans les bouquins américains. J'étais content parce que dans les 2 premiers livres, tu l'as écouté celui que je montais ? Pas encore. Dans les 2 premiers, il y avait un petit discours anti-religieux parce qu'il y a un personnage qui a la capacité via des pouvoirs spéciaux d'emmagasiner du savoir. Et lui, on est dans un monde où toutes les religions ont été anéanties et ont été effacées. Et lui, son truc, il se fait qu'il se lance des fleurs. Ou il nous lance des fleurs à l'équipe qui fait écriture, ou tu ne sais pas. J'aime ça. Voilà. C'est celui qu'on a enregistré chez Judas ou pas ? Ah, bonne question. Parce que celui qu'on a enregistré chez Judas, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais la fin est magnifique. Vraiment, je trouve que les 10 dernières minutes sont d'une. J'espère qu'il les laissera. C'est avec Judas. Mais Judas, il en a fait 2 déjà. Donc je ne sais pas. Enfin bref, c'est pas grave.
Parce que pour la petite histoire, on l'a enregistré chez Judas avec Sophie qui était là, qui était sur Montpellier. On en a profité pour faire ça. Et moi, j'étais là, mais vu que l'écriture, ça me parle pas trop, j'ai rien dit de. Enfin, je sais, mais je m'occupais de la technique. Et c'était le début où j'avais le PodTrack P8. Et sur la fin, j'ai découvert qu'il y avait des boutons avec des sons. Et j'ai pas arrêté de les faire chier avec toutes les 30 secondes. Et il y a genre 10 minutes de juste moi qui appuie sur les boutons pendant 2 secondes et qui balance des sons. Je confirme. Je pense que la version qui a monté, ça va être un enfer. Ça va être un enfer à monter. Mais laisse-le, pitié, XP, laisse-le, sinon c'est pas drôle. J'étais en train de dire quoi? Oui, il y avait tout un truc. Donc, ce personnage collecte les religions pour gagner les savoirs anciens. Et il y a un espèce de discours un peu anti-religieux sur le fait que dans chaque religion, à chaque fois, tu as un contre-discours, en fait. Qu'il y avait des questionnements qui n'étaient pas répondus, ou il y avait des moments où on disait ta gueule, c'est magique. Et en fait, tout le dernier tome, avec ce personnage, c'est lui qui doit apprendre que la foi, en fait, il faut croire. Pour avoir la foi, il faut avoir la foi, quoi. Croire à un truc sans avoir de preuves et un truc très américain, je trouve. Et ça m'a un peu, ça y est pas trop, mais j'aimais beaucoup ce personnage et ça m'a rendu le personnage un poil plus désagréable, sachant que moi je viens d'une famille religieuse et que du coup j'ai beaucoup de mal avec les trucs religieux, et je trouvais que le changement parce que vraiment il switch d'un coup en se disant mais en fait il faut avoir la foi, il faut croire pour pouvoir pour que Dieu puisse exister. Et ah oui, mais ça c'est la pensée magique, ça. Oui, et ça vraiment ça m'a gêné. C'est normal après, parce que en termes d'écriture, c'est une trahison de la promesse qu'on t'a faite. Parce qu'au début, on te promet un récit qui abolit la religion, et au final, on te dit non, en fait, la religion c'est bien, il faut que ce soit là, et quelque part, c'est une trahison de la promesse initiale, quoi. Toujours risqué de faire une trahison de promesse initiale. Ouais. C'est pas vraiment, c'est plus compliqué que ça. Mais parce que je devrais spoiler des trucs pour aller plus loin dans mon discours, mais ça va plus loin que ça. Il y a quand même un discours sur le il essaye, il y a quand même une petite critique, et enfin bon bref, ça va plus loin. Okay. Mais du coup j'ai enchaîné sur la suite parce que je m'étais dit oh putain c'est trop bien, faut que j'ai tout pris, et j'ai pris la suite. Et en fait la suite c'est complètement différent, ça se passe 300 ans après, et c'est vraiment en mode western en fait, parce que c'est vraiment le début des Fils des Brumes, c'est vraiment la fantasy dans un monde un peu genre médiéval fantastique, et on est passé d'un coup à l'ère un peu plus western, où t'as les voitures qui commencent à arriver, t'as des tueurs à gages et une espèce de borderland où tu fais un peu ce que tu veux, et il y a pas trop de règles, et du coup il y a un mec qui est parce qu'on est dans un monde où il y a des où il y a des nobles, et du coup c'est un mec qui était héritier d'une famille noble, qui était parti justement dans ce borderland ils appellent les rocailles, qui est devenu un espèce de shérif et qui est devenu une espèce de légende pour les gens grâce aux journaux. Et en fait toute sa famille meurt, et lui il va récupérer du coup le titre de noble et les avantages et les désavantages qui vont avec. Du coup il va devoir gérer une famille, et il va devoir retourner en ville et gérer une famille, et en même temps il va y avoir j'en suis qu'au début, hein, donc je pourrais pas aller plus loin, mais vraiment je trouve on y retrouve Sanderson, vraiment il arrive à te lancer dans un récit, et ce qui est cool, c'est que t'as pas de world building dès le départ, il te lance dans l'action.
et t'es dans l'action et le world building arrive au fur et à mesure et c'est vraiment cool. Et oui, effectivement, je crois que je suis en deviens fanzone de Sanderson. Et vraiment, c'est trop cool. Donc si vous aimez bien la fantasy et si vous aimez bien le côté western, et je trouve que ça vraiment le mélange des deux est trop cool. Et j'ai trop envie, ça me donne encore plus envie de. Il y a un jeu de rôle qui s'appelle Deadland où justement ce qui mêle Cthulhu avec le côté western. Je sais que Sophie est très très fan du genre western. Et qu'elle adore John Wayne et tous les films de John Ford, donc elle ne pourrait que apprécier. Mais je dis ça, je crois que j'ai vu aucun film de John Ford. Mais alors j'ai été au John Ford ou au John Wayne Point. Bon bref, là où ils ont fait tous leurs films, etc. Ouais. C'est un très beau panorama. Maintenant, c'est pas bien de tuer des autochtones, voilà. Ah oui, parce que c'est très autour des Indiens. Ils tuent des Indiens, c'est vraiment. Bah, je crois, je sais pas. En fait, moi, j'ai pas envie de voir des Indiens. Mais je crois que sur la fin de sa carrière, il a switché et il est passé de l'autre côté, où il défendait les autochtones, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de voir ça. Et de manière générale, de toute façon, je déteste cette période du western et je trouve que. Mais t'aimes pas le western de toute façon, non? Oui, voilà. Mais parce que ça glorifie, de la violence. Ça glorifie une naissance de l'Amérique qui serait basée sur la violence faite aux femmes quand même, parce que tu as quand même pas mal de femmes qui sont violées cette histoire-là, et faite il y a un génocide, quoi. Enfin, moi j'ai pas envie de voir ça en fait, et j'ai pas envie de cautionner ça, donc voilà. Je sais si tu connais, à mon avis tu connais Histoire crépue. Oui. Ils ont fait je crois que c'est un TikTok que j'ai vu, où ils expliquaient un truc par rapport aux cow-boys, et en fait les 3/4 des cow-boys c'était des blacks en fait, parce que c'était vraiment un métier que personne ne voulait faire, hein, parce que c'était horrible de devoir traverser des plaines et des plaines avec des vaches, et en fait les 3/4 on a une imagerie très blanche et très American way of life, mais en fait non, c'était des blacks surtout qui faisaient ça, des blacks et des autochtones qui étaient engagés pour faire ça. Et je me rends compte que je ne sais pas dire autochtone. J'ai dit autochtone. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager? En fait, je pourrais même t'en faire 2. Mais je vais commencer par celle qui me botte le plus, le film que j'ai vu hier soir, qui s'appelle en français L'homme que j'ai tué. Et en VO, c'est Black Lullaby. C'est un film de Ernest Lubitsch, qui est un réalisateur en fait de l'âge d'or d'Hollywood, qui a fait du muet et qui après passé au parlant. Il a fait du mélodrame, du film noir, de la comédie. Et L'homme que j'ai tué, en fait, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Maurice Rostand, donc le fils de Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Et dans ce film, en fait, qui est fait en 32, date est importante, ça raconte l'histoire d'un soldat français qui est rongé par le remords d'avoir tué un soldat allemand et qui, en fait, au début, va se confesser à un prêtre. Et le prêtre lui dit, mais c'est pas grave, mon fils, t'as fait ton service, t'as fait ton duty, donc ton devoir. Et lui, il pète une colère en mode, comment ça, c'est mon devoir de tuer des gens, etc. C'est pas moral, etc. Et il décide d'aller voir la famille du mec qui l'a tué, en espérant se confesser et qu'il lui pardonne. Bon, déjà, la démarche en soi peut être problématique, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un film de hantise, en fait. Alors, pas dans le sens fantastique, il n'y a pas de fantôme, mais par la mise en scène, par l'histoire, tu as un personnage qui est hanté par la personne qui l'a tué et qui va littéralement marcher dans ses pas puisqu'il va aller voir sa famille, etc. Et qu'en plus, quand il est confronté à eux, il réalise que c'est une idée de merde et il n'arrive pas à lui redire, quoi. Et du coup... Je reviens le mec devant la maison en train de se dire... En fait, pourquoi je suis là? Mais c'est exactement ça, quoi. Et en fait,
il y a en plus, c'est une grande théâtralité parce que c'est un réalisateur et des comédiens qui ont fait du muet. On est passé au parlant en 1929, donc pas longtemps avant. Et je trouve que il y a, et c'est aussi avant le Code Ice, donc avant que le cinéma hollywoodien s'auto-censure. Et il y a une, il y a une théâtralité et il y a un jeu des comédiens aussi qui est, je trouve, un peu à genre, dans le sens où, non sexiste, on va dire, dans le sens où le personnage principal, donc qui est un mec, passe son temps à pleurer, s'effondrer en mode drama queen, des fois vraiment. Et le personnage féminin, c'est celui de la raison, du factuel, etc. Et il y a vraiment, c'est pas les rôles de genre que les années 50 vont imprimer, on va dire. On a plus les années folles, en finale, c'est quand même aussi des années de liberté artistique sur le plan du cinéma, notamment. Je trouve que c'est un peu la période où en fait il y a des plans de ouf, il y a des choses qui sont testées qui ne seront plus jamais faites après, mais qui sont aussi permises aussi par la technique, en fait, parce que avant que les caméras, qu'on passe au parlant, le son était à part et il n'y avait pas de son même de prix, et du coup c'est quand même plus léger une caméra avec une seule bobine qu'avec deux, et du coup voilà, tout va changer, on va dire, avec la technique. L'amélioration des caméras va faire qu'elles vont devenir plus grosses, plus imposantes, et qu'il faudra des grosses rues, et que du coup, si t'as pas les moyens, tu peux pas faire des mouvements de ouf. Et puis c'était une période aussi d'invention de ouf, etc. Mais sur le plan de la société et des mœurs, les années folles, c'est aussi une grande liberté. Il y a une liberté sexuelle, il y a une liberté de genre. C'est le moment où il y a les garçons qui apparaissent. C'est aussi le moment où il y a beaucoup de clubs, de cabarets, etc. Et toute cette culture qui est mise en avant. Une culture LGBT aussi, queer. Qui va ensuite complètement disparaître avec moi je trouve que les années 50 c'est un peu, avec l'époque western, c'est les pires années. Les années shutdown, on va dire, culturelles et au niveau des mœurs, et je comprends pas les gens qui sont nostalgiques de cette époque, quoi. Genre t'avais le droit de rien faire, quoi. Mes parents, ils sont nés dans les années 50, hein. Quand ils témoignent de leur enfance, tu te dis mais comment t'as fait pour pas te tirer une balle, quoi. C'est comme Stephen King, on est d'accord qu'il a un délire. Ah non, c'est plus les années 70. Attends, quand tu lis ça, c'est années 40 pour moi. Années 30-40. Parce que les monstres, par exemple, qui apparaissent dans ça, on est plus dans les monstres Universal Studios que... Moi, je pense à 22 63, justement. Oui. 60. Et il y a un côté... moi, ça m'avait un peu dérangé, et j'en avais débattu avec quelqu'un avec qui je ne parle plus actuellement. Je crois que j'en avais déjà parlé dans l'émission, où je lui avais dit... je suis pas en train de débattre sur le bouquin, parce que le bouquin est cool. Enfin, si, le bouquin est cool. Je sais pas si tu l'as lu, toi, 22 63. Alors, je l'ai lu, et je me suis arrêtée au milieu. Effectivement, je trouve ça cool. Mais je trouve ça long. Voilà, c'est très long pour un truc sans horreur et avec assez peu d'eau sociale, je trouve, finalement. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est un mec qui découvre une espèce de passage dans le temps qui va le ramener dans les années 60. Et il va décider, je ne sais pas pourquoi, que pour lui, le moment où le monde est parti en couille, c'est le moment où Kennedy est mort. Et il va tout faire pour arrêter le tueur de Kennedy, qui est, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et il y a tout un délire autour autour de cette époque, et un décalage en fait sur le fait quand il revient à notre époque, puisque et qui il y trouve moins de il trouve moins de saveur, moins de, il y a tout un délire comme ça. Et j'avais eu un débat avec quelqu'un en lui disant, mais mec, ça aurait été une meuf ou un black, mais jamais il irait, parce que tu te fais soit tu te fais frapper, stigmatiser, et tu peux rien faire, soit t'es une meuf et en fait c'est la même chose, quoi, presque. Donc c'est vraiment un truc de blanc hétéro, et très américain, hein. Le fantasme des 50, 60, c'est quand même très très américain. Le fantasme, cette époque-là. Mais après, lui, c'est son enfance, donc il le voit comme un moment de... Après, Lynch aussi, fantasme aussi un peu cette époque. Je sais pas, est-ce que nous aussi,
Moi, je sais pas. Je suis pas sûre de fantasmer les années 90 non plus, mais peut-être qu'on fantasme. Ouais, non plus, hein. Quand je revois les trucs qui se passaient aux années 90, je me dis ah non, vraiment, c'était. En vrai, dans ma tête, il y a un peu de nostalgie, etc. Mais genre, jamais de la vie, je vais réécouter des albums ou regarder des films d'époque parce que je sais qu'en vrai, c'est nul. J'ai fait un test, j'ai voulu regarder, je sais plus sur quel, on a acheté un nouveau truc pour le streaming. Je vais pas vous citer la marque, mais parce que on avait un truc Google que XP nous avait gentiment offert et malheureusement il marchait plus parce que Google sont des connards et à force ils veulent qu'on achète leur nouveau truc qui coûte beaucoup plus cher et ils ne font plus marcher les anciens systèmes et du coup, on a dû racheter un truc. Et maintenant, on a accès à des chaînes un peu random. Et il y avait des épisodes de Action Man. Est-ce que tu te souviens de Action Man? Alors, je me C'est la souviens poupée Barbie, mais pour mec. Ouais, je me souviens des poupées, ouais. Ouais. Mon frère, il en avait reçu, il y jouait pas avec, et je m'étais retrouvée avec les poupées Barbie et les Action Man ensemble. Et il y avait une série télé de ça. Et j'ai voulu regarder un épisode. Et j'avais oublié qu'il y avait tout un début en live action dégueulasse avec un vrai mec qui faisait des cascades ridicules. Et vraiment, c'était d'une mocheté incroyable. Et pour moi, une série quoi? Action Man. Action Man. Et moi, pour la petite histoire, j'avais le Action Man avec en fait, tu avais un espèce de filin que tu pouvais accrocher d'un endroit à un endroit et tu sais comme une tyrolienne. Ouais, je me souviens. Et la meilleure idée que j'ai eue, c'est de le faire face à ma fenêtre et de balancer mon Action Man le plus fort possible et j'ai éclaté ma fenêtre et je me suis fait défoncer par ma daronne. Parce que oui, tu ne balances pas un jouet, même si c'est en plastique, sur une fenêtre des années 80, puisqu'elles étaient beaucoup plus... Enfin bref. Bah, alors, chez moi, il y a justement des fenêtres des années 50 et je peux te dire, c'est super fragile. Les années 50, ça pue. Non, le seul truc qui était à peu près pas négatif avec cette époque, c'est que au moins, les gens mangeaient sans doute moins de la merde. Mais Ouais, peut-être. Enfin, bref. Parce que c'est le début de l'industrialisation de la bouffe. Peut-être, moi, le truc que je regrette, c'est les trucs à la bust, les trucs un peu, comment dire, de l'époque dont tu parlais du film. Non, Buster Keaton, c'est peut-être plus vieux, non? Que le film dont tu as parlé. C'est plus vieux parce que c'est muet. Mais Buster Keaton, c'est génial. Vraiment, oui. C'est fou ce que le mec est capable de faire. Et je trouve ça dingue. Il s'est un peu brisé tous les autres de son corps. Donc, ah ouais, genre plus high level en termes de casse-cou que Jackie Chan. Bah, ils ont fait un film sur Chaplin et pourquoi ils n'ont pas fait un film sur Keaton? Ça aurait été trop bien. Vraiment, bah, il est moins connu que Chaplin. Ouais, effectivement. Mais il fait des trucs beaucoup plus ouf que Chaplin pour le coup. Même s'il y a des effets pratiques dans Chaplin qui sont sympas. Enfin bref, voilà, on a fait 30 minutes de digression comme d'habitude. On va passer au thème du jour et c'est moi qui vais vous parler de Punisher. Donc, comme je vous le disais, j'en parle puisque c'est Greg Rucka qui reprend le scénario. Greg Rucka, on en a parlé très souvent et pas moins que la semaine dernière. D'ailleurs, en parlant de la semaine dernière, je voulais dire que je suis super content de l'accueil que j'ai eu, de la promo et même des retours de l'épisode. Les gens sont super contents d'avoir une émission autour de la Pride. Les gens sont super contents de voir qu'il y a des gens qui parlent de comics et qui parlent de comics queer. Et oui, vas-y. Il me semble que le mois prochain, c'est la Pride mais mentale. Non, le mois prochain, c'est la Pride du handicap. Ah, eh ben, est-ce qu'on ferait pas un sujet là-dessus? Après, ça va être coton, mais j'ai des potes Andy qui seraient hyper happy d'avoir des personnages super-héros Andy. Voilà, je passe un message. Je veux pas. Je suis en train de discuter peut-être qu'on va faire un truc autour du handicap. Mais comme je l'ai déjà dit, le mois prochain, on passe en programme d'été.
Donc ce sera du manga, parce qu'on va parler de manga. Et je suis en train de voir, parce qu'on a une amie qui tient une asso qui parle qui est handicapée et qui a une asso sur Montpellier qui s'appelle les Dévalideuses, qui est vraiment bien. Et j'aimerais bien la recevoir. Je sais pas si elle aura le temps parce qu'elle a beaucoup de vacances. Donc je croise les doigts on lui a demandé. Je sais pas si on l'aura, mais vu que je l'ai dit en live, on l'aura pas. Mais j'aimerais bien la voir et peut-être. Et en plus, il y a en manga pour le coup, en manga qui parle de handicap, il y en a pas mal et il y en a pas mal de bien, de vraiment bien. Notamment une fille atypique qui parle d'autisme que fait Yalu, qui est très bien. Moi, elle m'a fait mater tout un animé. Silent Voice aussi, hein, qui est excellent. Mais le Silent Voice, ouais, non, on va passer vite sur Silent Voice. En fait, a fait des trucs rich. Non, tu réfléchis 30 secondes au Silent Voice, tu réfléchis à l'intrigue, et en fait, c'est super cringe. Et moi, je m'en suis rendu compte que après, et en fait, on a fait une émission en live sur Silent Voice quand on faisait Manga Discovery, et il y avait des gens qui étaient comment dire, qui étaient handicapés et ça est parti en couille en plein live à cause de certaines personnes qu'on avait invitées, dont je tairai le nom, voilà, parce qu'il faut pas dire n'importe quoi en live, et voilà. Mais Silent Voice, en fait, enfin, le sujet est hyper délicat. Et moi, je peux comprendre que. Mais le mec est d'une lourdeur pas possible. Et c'est un forceur. Oui, ah oui, non, c'est sûr. Et c'est ça qui est problématique, quoi, surtout quoi. Enfin, parce que, on va pas relancer l'histoire de. C'est pas bon, pour les gens qui sauraient pas. Silent Voice, c'est un gamin qui en primaire va maltraiter une gamine qui est muette. Non, pas muette, qui est sourde, au point de lui niquer plusieurs fois ses appareils auditifs. Les appareils auditifs qui ne coûtent pas. C'était pas un comic, non, c'était un manga Discovery. Et du coup, il va maltraiter avec la classe qui le pousse un peu au début. Et au bout d'un moment, ça va se retourner contre lui quand la fille va partir. Et c'est lui qui va se faire bully. Et lui, comme il se fait bully, il va partir en dépression. Et arrivé au collège, il va se donner dans l'idée de je veux retrouver cette meuf et je veux qu'elle me pardonne. Et il va aller la retrouver, mais elle a pas envie de le voir. Et elle a pas envie de le. Enfin, si tu lis bien et si tu regardes bien le truc, elle a pas envie d'avoir d'interaction avec ce mec. Ah oui, non, clairement. Ouais. Et si tu réfléchis à des trucs dans la vraie vie, moi je pense à Faye qui s'est fait, bon, je ne veux pas parler pour elle, mais qui a subi du harcèlement scolaire. Je pense qu'elle aurait pas envie de revoir les gens qui l'ont bully, et elle a pas envie de les Ah oui, non, c'est clair que le revoir la personne, ça peut raviver le truc. Après. Et en plus, après, ça part en espèce de romance. Après, moi, ce que je trouve problématique, c'est un peu... comme je disais dans le film que je parlais aussi, tu vois, le fait que, heureusement, le mec se rend compte à temps que c'est une idée de merde, mais malgré tout, il engage le truc, quoi. C'est que, en gros, ce qui est problématique pour moi, c'est quand tu recherches le pardon. C'est que tu veux forcer la personne à te pardonner, déjà en lui disant j'ai besoin de ton pardon, etc., pour y aller, alors que non, pense déjà à l'autre. Par contre, en vrai, moi aussi, j'ai subi, alors j'ai pas dû subir un harcèlement aussi fort que fait, mais à la fin du lycée, une des personnes qui avait participé au mouvement est venue s'excuser. On a discuté et au bout d'un moment, elle s'est excusée. Donc, elle n'était pas venue pour s'excuser, mais elle l'a fait. Et en vrai, je pense que ça va aider à passer outre. En me disant, en fait, c'est pas. Ça m'a aidé à réaliser que c'était pas contre moi spécifiquement, que c'était un phénomène de groupe, etc. La manière dont on a parlé. Alors, au final, je pense que ça m'a aidé à le faire réaliser qu'elle ne dise pas explicitement il faut que tu m'excuses, etc. Mais qu'elle essaie d'expliquer ce qui s'était passé, pourquoi elle l'avait fait, quoi. Et qu'elle ne cherchait pas forcément à se justifier, mais essayer de comprendre, quoi. Et ça m'a aidé à comprendre et à me dire, en fait, parce que le truc que tu te dis quand tu te fais harceler, tu te dis que c'est de ta faute, quoi.
Et je trouve que c'est important de comprendre que c'est pas de ta faute, mais que c'est les gens qui sont des cons et qui se laissent faire par les mouvements. Et que les mouvements de foule, c'est toujours dangereux. Voilà. Mais effectivement, après, ça peut aussi raviver le traumatisme. Moi, ce n'était pas une personne qui était moteur dans le truc, mais c'était une suiveuse. Donc, c'est peut-être un peu différent, effectivement. Et de toute façon, effectivement, la démarche de « je veux me faire pardonner », est problématique en soi. Enfin, c'est égoïste, quoi. En fait, tu fais pour toi, tu fais pas pour la personne à qui tu fais mal. Je sais, pour être sincère avec vous, que il y a des trucs à mon collège et à mon lycée où moi j'ai été moteur d'harcèlement. Il y a des gens à qui je pense encore maintenant, et je me dis, j'ai été un connard, j'étais un enculé d'avoir fait ce que j'ai fait, mais parce qu'il y avait un phénomène de si je bully pas les autres, c'est moi qui vais me faire bully. Donc il faut que ce soit moi qui bully en premier. Enfin, c'était la logique que j'avais à cette époque-là. Et du coup, j'étais dans le collège. Au collège, il y a une atmosphère de soi-disant, ça te prépare à la société, etc., de violence, etc., et d'espèces de cage au faux où faut être le premier qui mord, comme je sais pas, dans une prison, quoi. Mais en fait, c'est une perception fausse qu'on a, en fait. Et je sais pas ce qui pousse les futurs à faire ça, mais effectivement, du coup, d'avoir discuté avec cette personne-là qui m'avait et qui, du coup, connaissait d'autres harceleurs ou qui étaient moteurs, en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui harcelaient le plus, qui étaient plus moteurs, c'était celles qui avaient le plus de raisons de manquer de confiance en elles et bien souvent, et des fois, ces anciennes victimes. C'est aussi ce qui m'a marqué quand j'ai lu Silence Watch. Je fais putain, mais c'est trop ça, parce que effectivement, moi, dans mon collège, c'est la personne qui harcelait le plus les gens, qui était le plus gros moteur. C'était une personne qui était en surpoids et qui, en fait, avait souffert de grossophobie quand elle était en primaire et qui, du coup, je sais même pas si c'est genre je veux pas me faire bully ou si c'est je me venge sur d'autres personnes. C'est un peu la contamination du mal, quoi. Quand tu as souffert et que tu veux que d'autres, enfin, tu fais souffrir d'autres personnes pour oublier que, pour te ressentir puissant et reprendre confiance en toi de la pire manière, quoi. Puisque moi, je sais que c'était le moteur de mon groupe, du fait que si tu bullies pas, tu vas te faire bully. Donc, il fallait taper en premier et taper fort et taper mal. Ouais, mais au final, je sais pas, parce que c'est sur nous ce que Sarou s'était dit, mais en vrai, les personnes qui se font bully, c'est toujours les personnes qui paraissent faibles aux yeux de la majorité du collège. Hein. C'est rarement, je veux dire, personne ne bully la personne qui est la dernière marque de basket. Personne ne bully la personne qui excelle dans le sport, par exemple. C'est pas les cool kids qui sont. Voilà, donc ça, je pense que c'est ton cerveau c'est un biais cognitif, c'est pour pas être en dissonance cognitive, pour pas être le méchant de l'histoire, tu t'inventes des excuses, mais en vrai, t'as juste suivi, je pense, voire t'as fait la pour le coup, moi j'étais avec un groupe de on vraiment en train de digresser totalement. C'est à cause de Sophie, c'est pas ma faute. J'étais dans un groupe de cool kids et j'étais un peu le nerd du groupe de cool kids et j'agressais les autres cool kids. J'agressais. Je me foutais de leur gueule parce que c'était un peu le rôle de bouffon qu'on m'avait donné, quoi. J'étais le mec qui balançait des vannes, je sais pas si tu vois ce que tu veux dire. Et si je le faisais pas, c'est moi qui prenais des trucs et souvent c'était violent. Hein, donc bref, on va parler d'autre chose et on va peut-être parler d'autre chose de plus violent. Ou pas, je ne sais pas, vous nous direz dans les commentaires. Je suis désolé pour cette digression. En fait, non, pour de vrai. En fait, c'est nous qui vous bully, on vous bully avec nos digressions. Alors, je sais pas, parce que s'ils nous écoutent, c'est qu'ils apprécient les digressions. Oui, sûrement. Donc, j'aime beaucoup Greg Rucka. J'aime beaucoup Greg Rucka parce que j'aime beaucoup Gotham Central. J'en ai parlé 1 milliard de fois. Même si je crois qu'on n'a jamais fait d'émission spécifiquement sur Gotham Central. On voudrait qu'on le fasse un jour, peut-être, puisqu'il a écrit Gotham Central avec notre ami Ed Brubaker. Il a aussi écrit du Wonder Woman qui est très très bien. Il a écrit Lazarus qui est très très bien. Greg Rucka, c'est un super scénariste. C'est un scénariste qui est très fort notamment
dans les personnages féminins. Il écrit très bien les personnages féminins. Dans ce comics Punisher, il est accompagné de Marco Checchetto, qui est un dessinateur italien, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait du Star Wars, qui a fait tout le run de Daredevil avec Chip Zdarsky, qui est vraiment une continuité de ce qu'on va vous parler, je pense. Parce que Daredevil intervient dans le run de Punisher, et je pense que au vu de ce qui s'y passe, je pense que ça va suivre après. Et si vous n'avez pas lu le run de Chip Zdarsky et Marco Checchetto sur Daredevil, lisez-le parce que c'est vraiment très cool. Et le pitch. Alors, on est à un moment de Marvel, je crois, où le Punisher a bien morflé. Ça fait un moment qu'il lui arrivait pas mal de trucs. Il y a un moment où il a été un ange. Il y a un moment où il a été découpé en petits morceaux pour devenir une espèce de Frankenstein. Et là, on revient un peu au faux. On a donné la série à Glaguka en lui disant, bon, on va revenir aux fondamentaux. On veut Frank Castle dans New York qui bute des caïds. La série commence par un espèce de massacre dans un mariage, dans une célébration de mariage, le mariage de Rachel Coles Alves, qui vient, donc qui est une ancienne, qui est toujours militaire, qui revient en tout cas de terrain militaire. Je sais plus si c'était l'Irak ou c'est une marine, je crois que c'est force spéciale si je dis pas de bêtises. Et son mari est chirurgien si je dis pas de bêtises. Et c'est deux gangs rivaux, je crois, qui vont s'affronter en plein milieu du mariage pour en refaire sortir une. En relisant le truc, à la fin du bouquin, je me suis dit, mais en fait, pourquoi il les bute? J'ai eu du mal à comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi tout le mariage se fait buter. Mais j'ai l'impression qu'il y a des invités qui sont pas blanc-bleu dans le lot, et du coup, tous les invités vont mourir, sauf Rachel, qui va comme par hasard, s'armer de sa rage et de ses connaissances militaires pour aller buter toute cette organisation qui s'appelle en anglais The Exchange. Je ne sais plus comment elle s'appelle en français. Le marché ou la bourse? La bourse. La bourse, oui, c'est la bourse, effectivement, qui est une espèce de regroupement de tous les de gros gens de la pègre, mais qui sont plus du côté pègre que, parce qu'il y a des gens de l'AIM, de l'Hydra, mais c'est plus des hommes de main, et c'est plus des gens qui veulent faire du fric en fait. Et du coup, elle veut tous les buter, et sur son chemin, elle va tomber forcément sur Francis Chateau, lui aussi, qui va se mettre à buter des caïras comme des visites, quoi. Et en même temps, on va suivre ce qui est intéressant, je trouve vraiment, c'est vraiment intéressant, et c'est marrant, ça m'a fait penser un peu, bon, peut-être que le design est fait exprès. Moi, ça m'a fait penser à Seven, parce qu'il y a un nouveau il y a un inspecteur de police qui vient de recevoir qui est devenu inspecteur alors qu'il était d'un plus bas niveau avant, et en fait il était témoin d'une action du Punisher, et au lieu de dire c'est le Punisher qui a buté le gang, il a pris pour lui la gloire du truc, et du coup il donne des infos à Frank Castle en échange du fait que il ferme sa gueule et que c'est lui qui a réussi à avoir l'arrangement. Et en même temps, il y a un plus vieux policier qui a vraiment le look de Morgan Freeman dans Seven, qui lui il aide la bouteille. Ça fait un moment qu'il sait ce que notre ami Francis Chateau, j'adore cette blague, je suis désolé, notre ami Punisher fait. Et il y a tout un délire autour du fait que le flic jeune
il est un peu pro Punisher, alors que on ne devrait pas être. Enfin, personne ne devrait être pro Punisher parce que c'est quand même un mec qui bute des gens enfin. Déjà, le fait d'aller dans la rue et de tabasser des criminels, on pourrait se poser des questions. Mais là, lui, il va dans la rue et il les bute directement. Donc, c'est même s'il faut pas se poser des questions, le Punisher, c'est pas un héros, c'est vraiment un anti-héros. Et du coup, il y a ce questionnement là qui est intéressant. Et Greg Rucka essaie d'en parler, et je trouve qu'il en parle. Enfin, je sais pas si Sophie sera de mon avis, mais je trouve qu'il en parle bien. Et en même temps, il y a une jeune journaliste qui a vu un moment le Punisher en action, qui a dû être un peu alpagué, qui l'a trouvé intéressant et qui a envie de parler de ça. Et elle va parler à quelqu'un, peut-être que Sophie, qui est moins Marvel, elle n'a pas eu la ref, mais elle va parler à Ben Urich. Et Ben Urich, c'est Ben Urich, c'est le journaliste de Marvel. C'est le journaliste que tu vois surtout dans Daredevil, qui a beaucoup de liens avec Daredevil. C'est le journaliste qui a beaucoup de liens aussi avec Spider-Man. C'est un peu le journaliste de la rue, du Daily Bugle, celui qui connaît c'est Huggy les bons tuyaux dans Starkey et Hutch. Maintenant, il est un peu plus monté en grade. Et il essaie de tuyauter ces deux journalistes qui veut suivre, qui trouve que Frank Castle pourrait faire une bonne histoire. Et il lui dit, oui, d'accord, ça pourrait être, tu peux apprendre des trucs, mais fais gaffe à ce que tu vas dire. Et lui, il fait référence notamment à un secret qu'il a connu, parce qu'il a connu pendant longtemps, il a su que Matt Murdock était le Daredevil parce que là ils en parlent dans le comics. Pratiquement tout le monde sait que Daredevil c'est Matt Murdock, que c'est vraiment un secret de polichinelle. Et lui, il l'a su pendant très très longtemps et il l'a jamais dit. Du coup, il est en train de lui dire, d'accord, tu peux enquêter sur ce genre d'action, mais fais attention aux infos que tu donnes, parce que les infos que tu donnes peuvent forcément influer sur ce que va faire le Punisher, et ça a de l'influence, et ça peut tuer des gens, voilà. Et donc il y a cette histoire de vengeance. Vraiment, le premier tome va très vite, ça défouraille de partout. Et en plus après, ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve un peu il y a des liens avec le reste de l'univers Marvel qui est intéressant. Et vraiment, moi, j'ai adoré le titre. De bout en bout, je l'ai lu d'une traite et j'ai trouvé ça génial. Je sais que, en fait, on a un peu débattu avec Sophie parce que on voulait parler d'un autre titre à la base, mais on a changé d'avis. Et c'est un peu moi qui ai poussé pour parler du titre parce que Sophie, elle est pas trop Marvel. Mais finalement, Sophie, qu'as-tu pensé de ce Punisher? Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, pour info, Punisher, je connais pas très bien. Je l'ai découvert en fait avec Civil War comme un personnage que tous les autres héros avaient peur et voulaient pas faire équipe avec. Et je trouvais ça assez drôle, C'est trop effectivement. bien. Le moment où il arrive parce qu'il est très fan de Steve Rogers, Frank Castle, forcément parce qu'il est militaire, et qu'il arrive c'est le moment où je suis désolé, je te coupe. C'est le moment où il y a donc l'équipe Captain America qui est contre Stark, et lui arrive dans le camp Steve Rogers, et tout le monde lui dit, mais non, mais on va pas travailler avec toi. Tu tues les gens, mec, c'est pas possible. Tu n'es pas un héros. Ouais, et finalement, il bosse avec lui. Hein. Et effectivement, ils ont quand même besoin de lui. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'au final, c'est lui qui avait la vie le plus mais à l'égal et au bout de vos idées, quoi. Et limite, il leur faut une leçon morale à la fin. Et je l'avais vu, j'avais lu sous les conseils de Steve, mon mec, le truc avec les veuves noires, c'est Punisher, c'est des veuves qui engagent le Punisher. Je sais pas, j'ai pas lu. Il est super intéressant.
Alors, je sais pas, des veuves noires. Bah, en gros, c'est des veuves qui engagent le Punisher pour. Alors, je sais plus si elles veulent venger leur mec ou si elles veulent la paix. Mais je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et c'est il est hyper intéressant. Voilà. Ok. Moi, je sais que j'ai acheté tout le run de Ed Brubaker le vieux format Icons là, et j'attends de les lire parce que je voulais lire le Captain America avant, et j'ai jamais le temps de lire. Mais vraiment, je sais que le run de Brubaker est vraiment très dit en disant vraiment c'est très très bien quoi. Mais après, il faut aimer les trucs de mafieux, où ça tiraille, où ça défouraille de partout quoi. Et oui, effectivement, il faut aimer ça. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du titre en lui-même? Et ben, personnellement, j'ai beaucoup aimé, comme je disais. Déjà, le dessin, le symbole du Punisher qui dégouline sur son costume, vraiment, qui fait une tache. Des fois, c'est juste une tache blanche. Je trouve que ça donne tout de suite une image de fantôme. Alors, on peut penser que c'est le spectre de sa famille morte, de nombre de ses victimes. On rappelle que son body count est assez impressionnant. Oui, parce que pour rappel, le body count, c'est pas le nombre de personnes à qui on a couché, c'est le nombre de personnes qu'on a tuées. Hein, confondez pas les gens. Mais surtout, pour moi, ce spectre qui est omniprésent, c'est plutôt la représentation que le Punisher est lui-même un mort-vivant, puisque pendant tout ce titre, il ne parle que très peu. Il ne vit que très peu et en fait on a l'impression qu'il ne se meut, qu'il ne se bouge, qu'il ne s'avance, qu'il se remue que pour aller accomplir une vengeance post-mortem d'outre-tombe, un peu façon The Crow. Et au final, on n'a pas l'impression qu'il est vivant en dehors de ça, quoi. Limite, c'est la représentation de la faucheuse, quoi, qui vient prendre les vies de ces criminels qui, de toute façon, se tirent dessus pour un oui et pour un non. Puisque, pour répondre à ta question sur le mariage, en fait, c'est des mafieux qui poursuivent un gars, le gars déboule dans le mariage et il tire à l'arigot, et tu as des mecs qui ont des uniformes dans le mariage parce que c'est une marine qui se marie et du coup, oui, effectivement. Des uniformes de marine, voilà, c'est pour ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur le mariage, moi ça m'a surtout fait penser à Kill Bill, tout ça, mais bon, voilà. Heureusement, elle met pas une tenue jaune, donc tout va bien. Et elle excuse pas son ex. Et surtout, moi, le niveau du scénario... mort, pour le coup... C'est vrai. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'a gêné. Au fait, elle insiste pour qu'on l'appelle du nom de son mec. Oui, d'ailleurs, parce qu'elle pas un nom à consonance américaine. Donc, oui, c'est Alves. Voilà. Et genre, personne ne respecte pas ça, même pas le Punisher, aucun héros. Tout le monde l'appelle ça. Tu fais, putain, ils font que du mansplaining, ces mecs. Même Franck, il l'appelle Coz. Ouais. Et au niveau du scénario et même de l'atmosphère des dessins, des cases, comment c'est agencé, etc., il y a un moment donné, ça fait rapport de flic. Ça m'a fait penser beaucoup à Gotham Central. Notamment parce qu'en fait, comme j'ai dit, Punisher est un fantôme. Et du coup, on va suivre beaucoup plus les personnages qui sont vivants, c'est-à-dire les deux flics qui font équipe. Et moi, d'ailleurs, le flic noir m'a rappelé plus que le personnage dans Seven. Moi, ça m'a fait penser à une version noire, effectivement, et vieillissante de Gordon, en fait. Parce que c'est vraiment l'image du flic intègre qui, à la fois, est obligé de composer avec les super-héros, mais lui a sa vision de la justice, ne s'en détourne pas, peu importe ce qui se passe. Et en plus de ça, il est assez malin parce qu'il comprend ce que fait son coéquipier et il lui dit tu vas me corriger ça. Un peu. Et c'est un peu ce que fait Gordon de Gotham Central en mode je sais que vous êtes corrompus, les gars, essayez de faire mieux. Et il les balance pas non plus. Donc voilà. Et surtout, c'est des personnages qui vont évoluer dans le titre. Donc on parlait de ce flic qui s'attribue les meurtres du Punisher. Mais on a aussi une journaliste qui, au début, écrit un article à charge contre le Punisher et qui, au moment où elle découvre sa cachette, elle réfléchit concrètement à est-ce que je balance sa cachette, je dis balance qui il est, quoi. Et en fait,
elle va évoluer, ce personnage de journaliste. Elle va décider, enfin, elle va comprendre qu'il peut y avoir de la nuance, etc., que tout n'est pas noir ou blanc, etc. Et on a évidemment le personnage de... c'est Rachel qu'elle s'appelle ? Ouais. De Rachel, qui pendant 15 secondes m'a fait penser au personnage de Anderson avec Juge Dredd, mais ça a été vraiment 15 secondes parce qu'au final, elle est aussi tarée que Punisher. Mais on sent qu'elle est encore vivante, en fait. Parce qu'elle essaye... Parce qu'elle elle est encore dans la vengeance, alors que le Punisher, il est juste dans son... Il est dans sa croisade, quoi. Il n'y a plus de... Tout à fait. Bah, elle est dans sa vengeance, elle faillit, hein, parce qu'elle fait des conneries à certains moments. Et aussi, d'un autre côté, on la voit aussi qui sympathise avec la journaliste et qui essaye quelque part un peu de se soigner, même si elle ne va pas à un groupe de parole, mais voilà, elle fait un peu la même chose qu'elle ferait dans un groupe de parole avec la journaliste. Et voilà, on voit un personnage qui est à vif, qui est écorché et qui essaye de s'en sortir. Et au final, j'ai trouvé ça assez passionnant de ce point de vue-là. Alors, du coup, à la fin, on voit débarquer Daredevil, Spider-Man, etc. Et bon... là, c'est déployé encore plus. Là, je me suis dit, c'est marrant, le team-up, etc. Mais j'ai pas compris pourquoi il y a la Hydra qui débarque. Pourquoi t'as l'impression qu'il y a tout. Et en fait, c'est un truc qui m'énerve avec Marvel, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher de te mettre. Regardez notre univers et tous nos personnages. Au fait, vous avez pas lu ça, vous avez pas lu ça, vous avez pas lu ça, vous avez pas lu ça. Et c'est comme les pop-up de pub, c'est chiant, quoi. Faut pas faire ça. Ouais, là, ça le fait pas trop parce qu'en fait, ils ont tous un. Pour expliquer un peu. Il y a zéro explication sur qui est Reed. Il y a peut-être une phrase pour t'expliquer. Il apparaît, il ressort. Mais parce que tu sais tout le monde sait qui c'est Richard, les mecs des 4 tentatives. Alors, moi, s'ils font pas une image où il s'allonge le corps, j'oublie qui c'est. Parce que vraiment, je trouve qu'il a zéro personnalité, ce mec. Du coup, je l'oublie à chaque fois. Enfin, comparé aux autres, je trouve qu'il y a tellement qui sont très colorés dans l'univers Marvel que, bon, le mec qui est juste fan de la science, bon, et élastique. Bah, en fait, c'est le mec le plus intelligent du monde, quoi. Si tu veux. Mais bon, voilà. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai vu aucun comic qui me prouvait que c'était le mec le plus intelligent du monde. Comme je n'ai lu aucun comic qui me prouvait que Batman était le mec le plus intelligent de l'univers DC. J'attends encore de voir ça. Mais je te conseille de le lire. Mais il y a dans l'univers Ultimate, il y a un truc avec Reed. Et en fait, Reed devient méchant. Et Reed est un des seuls persos qui va rester de l'univers Ultimate et qui va arriver dans notre univers. Et ça va devenir un autre personnage qui va devenir le grand méchant de l'univers. Et le truc, la nouvelle ère Ultimate qu'ils sont en train de lancer, c'est lui le grand méchant de cet univers-là. Il s'appelle le cerveau, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref. Donc oui, mais Red Richard est vraiment un mec super intelligent. Et donc ils ont un espèce de disque dur de la mort qui tue avec les infos de tout le monde. Et en fait, tout le monde veut avoir ce truc. Qui a fait ce disque dur, tu vois, c'est con. Ouais, qui a eu l'idée de dire, tiens, on a les infos de tous les... Bah, en fait... Et en plus, je comprends pas parce que les mecs de Hydra, là, ils arrivent à géolocaliser le truc. Mais genre, ils veulent le disque dur. Donc, il était à eux. Enfin, je veux dire, tu mets pas en fait, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est récupéré dans une vieille... c'est un truc qui est marrant. Et c'est un truc qui revient souvent dans les comics. C'est Nick Fury. Donc, il y a un moment, je sais pas si tu te souviens, où il rentre dans une espèce de bunker avec plein de technologies. Déjà, je savais même pas si c'était Nick Fury ou. Et ils disent oui, c'est une cachette de Nick Fury et il en a partout dans New York. Et en fait, c'est un espèce de mème dans l'univers de Marvel, c'est que Fury a des cachettes de partout. Et en fait, bah, c'est normal que Fury c'est le mec du Shield, donc il a les infos de tout le monde. Et comme il surveille tout le monde, il a le truc qui a les infos de tout le monde, et c'est normal que ce soit lui qui ait ce truc. C'est le Batman de l'univers Marvel. Oui, c'est le Batman, c'est le Batman, mais légalisé entre guillemets, puisque c'est un. Brother is watching you, c'est problématique, je trouve. Ouais, bah c'est un peu le même délire effectivement. Et du coup, moi, il y a un truc qui me fait parce que t'as des milliards de ninjas qui arrivent et
et ça m'a fait penser, il y a un moment c'est dans un Wolverine où en fait il se fait attaquer par un milliard de ninjas, il bute 40 millions de ninjas et après il arrive devant un dojo et t'as les mecs qui disent mais qu'est-ce qui prouve que t'es un vrai guerrier? Il fait bah regardez là, je viens de tuer une centaine de ninjas. Il fait oh mais c'est que des ninjas, hein. Genre ouais, n'importe qui est capable de. Je crois qu'il y avait une réflexion pareille dans un James Bond avec Roger Moore qui arrive à un dojo et il s'est fighté contre je sais plus si c'est des ninjas ou un truc comme ça et le mec qui fait genre du du kung fu ou un truc comme ça qui fait non mais ça vaut rien parce que c'était une autre technique d'arts martiaux et du coup et tu vois la tête de Roger Moore comme mode oh non faut que je me refight du coup. Non, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Et puis c'est intéressant de voir que l'univers un peu plus street de New York, et ben ils ont quand même un lien. Et ce qui est intéressant dans tout le comics, c'est que quand même il y a une espèce de glorification de Frank Castle malgré tout, parce que bah forcément c'est un titre Punisher. Mais à chaque fois que tu as un personnage outre, à chaque fois ils disent quand même, c'est pas un mec, il est pas du bon côté. Il est jamais du bon côté. C'est quand même un mec qui bute des gens. C'est quand même un mec dangereux. Ouais. Il y a jamais de moment où il est vraiment glorifié en mode mais comme ultra bright. Pour moi, c'est même pas un super-héros, ni même un justicier, parce que un justicier, tu suis Batman, tu as quand même sa vie. Tu vois son traumatisme, etc. Lui, on te le rappelle, son traumatisme, pour te resituer le truc. Mais déjà, c'est d'autres personnes qui évoquent son traumatisme. Lui ne le revit pas. À part, si je crois que dans le plan les veuves, enfin, des fois, de temps en temps, il revit le truc, il l'humanise un peu plus. Mais là, il est vraiment un spectre, une ombre. C'est comme si tu glorifiais la faucheuse, quoi. Oui, tu peux en faire une déesse, etc. Mais ça reste quand même un événement. Et vraiment, je trouve qu'il y a une trajectoire, la trajectoire que peut avoir la mort ou un accident dans ta vie, quoi. C'est-à-dire que pour les personnages, il entre dans leur vie et quand il en ressort, il y a le chaos qui règne et le deuil, et c'est douloureux et c'est difficile. Et en fait, il est vraiment traité comme, pour moi, c'est un fantôme ou un spectre ou la faucheuse, quoi. Il n'est pas vivant dans ce titre, en tout cas. Il y a aucun moment donné où il y a un côté vivant, quoi, du personnage. Mais malgré tout, ça reste... Quand il croise le gamin, et encore, tu vois, le gamin... Le gamin l'envoie chier quand il découvre qui c'est ça. Et même, en fait, il n'y a pas de relation puisqu'il ne veut pas rentrer en relation avec le gamin. Ouais. Donc, au final, pour moi, c'est vraiment un mort-vivant, quoi. Mais malgré tout, il reste humain parce que c'est pas un super-héros. Et on le voit morfler, quoi. Il y a des moments où il y a une espèce de baston contre un nouveau vautour, donc qui n'est pas le vautour de Spider-Man, mais un autre. Qui est un peu plus bestial, on va dire. Oui. Et il y a des répercussions au fait que, il revient pas, il revient pas sans trace de. Moi, je pensais à Faye qui est très fan de gens avec des cicatrices. À mon avis, le mec est recouvert de cicatrices de la tête aux pieds. Il y a des moments où il a des bouts de verre, il a des bouts de verre de partout sur le corps, quoi. Et bref, ça le montre quand même que c'est un être humain et il n'est pas aussi aussi puissant que ça fait penser à Spider-Man où je sais pas si tu as lu Superior Spider-Man. Non. Et il y a un truc qui est marrant, c'est donc je pense que tu connais le pitch, c'est Otto Octavius qui rentre dans le corps de Spider-Man et qui se rend compte que Spider-Man se retient tout le temps parce qu'il est tellement fort qu'en fait face à des petites brutes, il pourrait leur péter il pourrait leur péter le bras, il les buter en claquant des doigts et en fait il est tout le temps en train de se retenir de pas buter des gens parce que c'est son credo, quoi. Ça reste un super héros alors que Castle pas du tout. Lui c'est un peu le contraire.
Et ça me fait penser, il y avait un truc qui était très, très drôle dans le dessin animé des années 90 où le Punisher apparaît dedans et tu le vois en train de tirer. Et donc, il tire des lasers et toutes les 30 secondes, il dit « Oui, j'utilise des armes non létales. J'utilise des armes non létales. » Oui, bon, c'est le Punisher quand même. On va... Non, mais vraiment, moi, j'ai adoré ce titre. Enfin, après, j'étais vraiment parti pour aimer parce que j'adore Greg Rucka. Je trouve que même le personnage féminin est cool. Elle est intéressante. Et ça donne une espèce de côté miroir à Frank qui est intéressant. Et ouais, tout le titre est cool. Et je pense que on a lu le premier Deluxe qui fait 260 pages, je crois. Et je vais me bouffer le deuxième très très vite parce que ça a l'air très cool. Et je pense que j'enchaînerai après parce que je crois que la suite continue après dans Daredevil. Et ouais. Moi, j'aime bien ce côté un peu street de l'univers Marvel. C'est un truc qu'il n'y a pas trop dans DC. Si, Batman. Ouais, mais mais ça reste que dans Gotham, alors que ouais, c'est vrai, t'as raison en fait. Je me gourre. Et puis même, alors Superman, ça dépend des aventures, mais quand il affronte Lex Luthor ou que tu suis Lois Lane, il y a un côté plus. Ouais. Mais c'est Lois Lane. Pas les rues de New York, quoi, mais après Metropolis, pour moi, c'est New York, hein, mais. Enfin, c'est le côté. C'est Gotham, parce que Gotham, c'est l'ancien nom de. Oui, de mais tu vois comment est construite Metropolis, le côté tentaculaire de la ville, etc. C'est le côté lumineux. Enfin, c'est le côté ce que aurait dû être New York dans la vision que les Américains en ont eu quand ils l'ont construite, tu vois. Et Gotham, c'est le New York des années 80, Craspec. Non, moi, je voyais plus Los Angeles ou ce genre de truc. Alors, Los Angeles, c'est encore pire que. Enfin, moi, je trouve que le Los Angeles actuel est pire que le Gotham, que New York des années 80. Mais après, oui, avec Trump qui passe, j'avais oublié. Mais même en termes d'addiction, hein, moi, j'ai un pote qui a été là-bas pour essayer de vivre de sa musique. Il m'a dit qu'il est devenu clochard en 3 jours. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et t'as plein de gens qui deviennent clochards parce que entre le fait que la vie est super chère à Los Angeles et le fait que en fait, c'est beaucoup de gens qui viennent pour être artistes et qui n'y arrivent pas. Galèrent. Et qui galèrent. Et il n'y a pas d'intermittence là-bas. Donc voilà. Ouais, Expedi, Gotham, Metropolis, c'est les deux mêmes faces de New York. Oui. Quoi, en fait. C'est pour ça que des fois, ils les mettent un peu comme les villes jumelles. Oui, pour moi, Metropolis, c'est le New York des années avant la crise économique, tu vois. Effectivement. Mais pour moi, Metropolis, c'est tellement le Metropolis de. Enfin, je sais que tu aimais bien Batman, la série animée, mais le Metropolis de Superman, la série animée, qui est beaucoup plus bright, qui est plus. Comment dire, j'aimais bien aussi Superman néo-futuriste plutôt que gothique, quoi. Oui. Elle était bien, cette série. C'est le même acabit, hein, en vrai. Même la série, si vous n'avez pas vu la série Justice League du même, qui fait suite, en fait, parce qu'elles se font elles se font tout de suite et elles sont géniales, ces séries. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour du Punisher. On vous le conseille. C'est vraiment très cool. Ouais. J'avais fait un petit quiz. Il est tout petit. Et c'est rigolo. Okay. Donc, je vais te le poser et on va voir avec les gens du chat si vous arriverez à répondre à. Il y a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 questions, donc ça va aller vite. Alors, toi, je sais que tu es fan de Death Wish. C'est comment déjà en français, Death Wish? C'est le truc d'avec Charles Bronson. Pourquoi Attends, tu me parles à moi? Oui. T'es pas fan de vu ces films. Ah, t'as jamais vu les trucs de Charles Bronson? Et ça m'a l'air d'être des films droitards, du coup je les ai jamais regardés. Totalement, c'est totalement des films gagnants. C'est pas un justicier de la ville ou un truc comme ça? Ouais, voilà, c'est un justicier. C'est littéralement quelqu'un de gauche qui devient quelqu'un de droite, hein, ces films. Oui, je crois que c'est ça en plus, ouais. Un justicier de la ville, voilà. Alors, combien, à ton avis,
Combien y a-t-il de injustices? Parce qu'il y en a une tripotée finalement avec Charles Bronson. Je sais pas, 5 ou 6? Bon. Tu as raison, il y en a eu 5. De 74 à 94. C'est fou, hein, avec Charles Bronson. Et il y en a eu, on peut dire 6 parce qu'il y a eu un remake avec Bruce Willis. Oui. Ah bah XP, il l'avait aussi. Il y en a 5. Bravo XP. Donc un point XP, un point Sophie. Alors là, c'était plus une question pour Faye, mais bon, on n'avait pas là. Combien de personnes dans le premier film, et uniquement dans le premier film, notre ami John Wick tue pour avoir buté son petit chien? Je te l'accorde à la dizaine près, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Je dirais 60. Combien tu dis, XP? On va attendre. 70. C'est notre ami XP qui gagne. C'est 77. Il y en a eu des morts, hein, pour ce petit chien. Et oui. 77 petits. Et il a un meilleur body count que Jason. Sa femme. Ou Jason Voorhees. Non, je parle à Jason Voorhees. Mais Ouais, il tue moins de personnes finalement, Jason Voorhees. Faut se remettre au taf. Hein. Ouais, il va falloir aller un peu plus loin. Fais-nous de la place sur la gis, là. Je sais pas si tu es fan de Taxi Driver. Effectivement, il y a 2 points pour XP. À ton avis, combien de fois Travis Bickle répète-t-il devant son miroir « You talking to me » ? Oula, j'aime bien le film, mais même si... je sais pas, une dizaine de fois. Ah bon, bah on est 3-4 et c'était 6 fois. Donc je vais accorder le point à Sophie, puisqu'il le dit 6 fois. Et que c'est elle qui est le plus près, a priori. J'ai une petite anecdote là-dessus. On a un jeune au boulot qui est psychotique, qui nous a fait une crise schizophrénique, et il a littéralement rejoué la scène « You talking to me » devant son miroir à l'internat, et ça a fait flipper tous mes collègues. Voilà, il y a un mec qui n'avait même pas vu le film, hein, mais juste d'entendre comme ça, ils ont fait « Il y en a qui avaient vu La Haine, et ils ont fait Avant-dernière question. Alors, je veux savoir, je ne sais pas si tu vas l'avoir, je sais pas si. Il y a un acteur de film de vigilant qui a un diplôme en ingénierie chimique, qui parle 5 langues et qui a été garde du corps de Grace Jones. Est-ce que tu penses savoir qui est cet acteur? Absolument pas. Putain, mais XP, tu es trop fort, effectivement. C'est Dolph Lundgren. Dolph Lundgren a un master en ingénierie chimique. Il parle français, allemand, je crois suédois et je sais plus quoi. Et il a été le garde du corps de Grace Jones. Vraiment, ce mec a une vie de fou. Et il a joué dans un Punisher qui n'était pas terrible. Vraiment, pour le coup. XP, t'es le digne successeur de Faye ce soir. Genre, au taquet sur la vie publique, la vie secrète, et à compter tes points tout seul. Alors que moi, j'ai pas compté, hein. J'espère que. Alors, on va partir sur le réalisateur. Je veux que tu me dises un réalisateur qui aurait une relation entre. Il a tourné plusieurs films qui parlent de vigilants, et il a aussi tourné un clip d'Evanescence. Oula. Je te donne même le nom du clip si tu veux, c'est Everybody Fools d'Evanescence. Alors, Evanescence, je suis pas fan. Moi non plus. Je trouvais ça déjà pas terrible à l'époque. Moi non plus. Et du coup, j'ai pas fait gaffe à qui réalisait leur clip. Donc, je sais pas. T'as dit qu'il a fait plusieurs films de vigilante? Ouais, il a fait. C'est pas le réalisateur de Dirty Harry? Non. C'est il a fait plusieurs films de super-héros. Si tu préfères. Ah, de super-héros. Ouais.
Il y aura le Drive. Non, c'est pas Winnie Griffin. Mais il a pas fait de super-héros, Winnie Griffin. Ouais. Mais il a fait Drive, du coup, c'est un peu un vigilant, Drive. Ouais, mais c'est pas du tout un super-héros. C'est des super-héros. Ouais. Mais je l'ai dit après. Il a fait plusieurs films de super-héros. C'est pas Richard Donner. C'est le réalisateur que je vois. Ou Nolan. Non plus. C'était Zack Snyder. Zack Snyder qui a fait du coup Watchmen, qui a fait Man of Steel. C'est vrai qu'il a fait pas mal en fait en vrai. Et il a fait le clip Evanescence, Everybody Fools, où apparemment apparaît un Batman dedans. Voilà, ça n'est pas du tout. Ouais, bah oui, il a fait beaucoup de clips, je crois, Zack Snyder. En tout cas, ça m'étonnerait pas vu. C'est étonnant de la part d'un mec qui a fait un film de 4 heures. En même temps, c'était un peu un clip de 4 heures, son film. Sucker Punch? Non, alors Sucker Punch, oui, mais après, c'est plus... Déjà, Sucker Punch, c'est un clip de... Ah, moi, plus qu'un clip, moi, j'ai plus une cinématique de jeu vidéo qui dure 4 heures. Mais, c'est vrai, qui dure 2 heures. Il dure 2 heures, ça va. Non, moi, je pense à ça, Justice League, là. C'est un clip dans le sens où... ah ouais. Il va lentement, rythme de la musique, machin. Mais ça va bien 5 minutes. Mais 4 heures, tu peux pas faire 4 heures comme ça, c'est pas possible, quoi. Franchement, je t'enlève les ralentis. Il y a 1h30 de moins. Ouais. Facile. Moi, je suis presque à dire que je préfère la version de Whedon. Non, tu peux pas dire ça. Elle est vraiment dégueulasse. L'esthétique, c'est important dans les films. Hein. ouais. Bah après, il a fait ce qu'il a pu, hein, le pauvre. Non, mais c'est juste... Puis c'est pas un si bon réel que ça, le pauvre Whedon, finalement. Pourquoi tu dis le pauvre Whedon? Je vois pas en quoi il est à plaindre. Ouais, il est pas à plaindre, mais... Moi, ça m'énerve Enfin, ok. Il s'est fait cancel pour des bonnes raisons, parce que c'est vraiment dégueulasse de hurler sur des gens. Mais je trouve qu'il y a des milliards de... Enfin, moi, c'est l'exemple que je reprends à chaque fois. C'est James Cameron. Tout le monde dit que c'est un génie. Ah oui. Non, c'est un connard. Mais le mec... Il a fait tuer son équipe dans Abyss. Ed Harris sur The Abyss parce qu'il a changé de place. Il y avait des scènes immergées et il a changé de place les bouteilles d'oxygène, les plongeurs avec des bouteilles d'oxygène parce qu'il trouvait ça plus marrant que Ed Harris ait peur pendant les scènes immergées. Et Ed Harris a dit qu'il tournerait plus jamais avec lui. Et apparemment, avec les techniciens, c'est un connard fini. Et Cameron a failli mourir 2 fois sur la bise, mais c'est bien fait pour sa gueule. Oui, moi je comprends pas pourquoi les gens ils l'amourifient à mort Cameron. Enfin, c'est pas un putain. Il y a des gens qui disent que comme en fait il a fait un peu tous les métiers avant, parce que comme il a bossé un peu, il a bossé comme une petite main sur plein de trucs. Il connaît un peu tous les phases du métier. Oui. Donc, il peut se permettre d'être un connard parce que quand il t'engueule pour un truc, il sait de quoi il te parle. Alors, parce qu'il l'a déjà fait et il sait. Non, ouais. Ça n'autorise de gueuler sur les gens. Et de deux, c'est sa perception de ça, c'est comme ça que ça doit être fait. Et c'est ta perception en fait. Il n'y a pas une manière de faire les choses. Et d'autre part, quand tu fais tout, tu fais jamais rien de bien. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu touches à tout, t'es pas parfait dans chaque métier, c'est pas possible. Enfin, tu veux pas équivaler en ayant fait une fois, tu as fait la prise de son, tu sais mieux faire qu'un mec, ça fait 30 ans son métier. Je suis désolée, tu donnes pas une leçon à quelqu'un qui. Et puis le cinéma, c'est un truc d'équipe. En plus de ça, c'est jamais un film, la réussite d'un film n'est jamais juste grâce au réalisateur, quoi. Et j'avoue d'avoir été sur les tournages où si le tournage a pu se finir, c'était pas du tout grâce au réalisateur, c'était toute l'équipe qui avait géré et le réalisateur était en crise de panique dans un coin. Donc non, ne croyez pas qu'un film c'est un réalisateur et c'est tout. Je trouve ça, bon, je vais peut-être me faire cancel pour dire ça, mais je trouve ça un peu triste de me dire que, bon, je sais pas si vous savez, maintenant Whedon est devenu script doctor mais sous un pseudonyme pour plein de films. Parce que plus personne ne veut le prendre et
Et malgré tout, il a été acteur de. Enfin, pour moi, Buffy, Angel et Dr. Horrible, c'est quand même bon. Alors oui, Il y a, j'adore aussi, mais à un il y a moment donné, quand tu apprends que sur le tournage de Buffy, déjà, il y avait des gros problèmes avec Sarah Michelle Gellar. Et en plus, le mec, il disait, elle a pris la grosse tête, etc. Mais quand Day One, tu as des problèmes avec toi, ta comédienne et que tu l'enfonces, enfin, je veux bien quand, à partir de la saison 4, elle commence à être une grosse star, etc. Mais c'était pas le cas à saison 1, faut arrêter, quoi. Et après, genre, les comédiens ne le laissaient pas seul avec Michel Trachberg qui jouait Dawn. Oui, parce qu'il lui avait gueulé dessus, effectivement. Et on en parle aussi de Charisma Carpenter. Ouais, il a pourri Charisma Carpenter parce qu'elle a pas dit qu'elle était enceinte, effectivement. Donc non, c'est un gros connard misogyne et voilà, qui reste script doctor et pas en contact avec les comédiens, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Après, je vais continuer à glorifier les œuvres et bon, c'est un connard. Voilà, restons sur ça. Tu as raison. Je me fie à ta raison. Et je lui en veux, je vais pas spoiler, mais je lui en veux beaucoup pour, et je l'ai dit sur Blue Sky il y a pas longtemps, pour un épisode en particulier qui s'appelle Seeing Red. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe, et je parle pas de la fin de Seeing Red. Je parle d'une scène spécifique entre deux personnages dans une salle de bain qui est totalement gratuite et qu'on n'aurait jamais dû avoir. Et qui a traumatisé les comédiens en plus. Ouais. Et qui finalement a eu aucun. Enfin, on n'en reparle plus jamais. Et, après, dans l'esprit tordu de Joss Whedon, je pense que c'est la raison pour laquelle Spike essaye derrière après de choper une âme et de rédemption, etc. Mais au final. Non, au moment où il fait ça, il l'a pas. Il essaie de récupérer. Enfin, il essaye après de tout faire pour l'avoir. Ah oui, c'est quand il est là. On parle bien de la scène du V. Oui. Voilà, et ça arrive avant qu'il ait son âme. Ouais, peut-être. Pardon. Après, il avait déjà fait le coup avec Angel, Angelus. Il était horrible avec le comédien, mais il a été horrible avec plein de comédiens. Non, mais je veux dire que la manière dont Angel devient Angelus et ce qu'il fait subir à Buffy, qui est une ado de 16 ans à ce moment-là. Pardon, mais. C'est l'école Alan Moore, la scène du V. Il est con, putain. En fait, la scène du V dans Buffy, pour moi, c'est un peu l'équivalent de Woman in Fridge dans le comics, quoi. Ouais. C'est genre pour faire grandir un personnage masculin, tu te sens obligé de tuer ou de violenter un personnage féminin, quoi. Non, c'est pas ça, en fait. La vraie raison, je suis désolé, on aura complètement spoilé Buffy pour les gens qui n'ont pas vu Buffy, mais c'est parce il voulait pas que les fans aiment le personnage de Spike. Et il était pour le couple Angel-Buffy. Et en fait, il a fait cette scène pour que le fandom crache sur Spike et ne veuille plus qu'il revienne. Et comme ça n'a pas marché, il a dû suivre ce que les fans voulaient, quoi. Mais lui, il était vraiment pas fan du personnage de Spike et il voulait s'en débarrasser comme ça. Voilà, je suis désolé, l'énorme spoil. Alors que moi je trouve que le personnage de Angel, il l'a rendu détestable, même quand c'est juste Angel. Non, mais même Angelus déjà, genre il passe son temps à bully tout le monde. Dans Alan Moore, il y a du viol dans tous les comics de Alan Moore. Il y en a dans Watchmen, il y en a sûrement dans Fromel. Promethea, je sais pas. Il y en a dans Watchmen. Ouais, Watchmen, il y en a dans Killing Joke. Oui. Et franchement, ça aussi, c'était gratuit. Mais Killing Joke est pas terrible. Moi, j'aime pas Killing Joke. Je déteste Killing Joke à cause de ça, ouais. Peut-être. Et il y a Lost Girl aussi, où il y a la pédophilie et du... Enfin, bref.
Quand t'en mets dans toutes tes heures, faut se poser les bonnes questions, quoi. Je sais pas si on en a parlé dans l'émission, mais je tiens à dire que si vous êtes fan de Mark Millar, sachez que c'est une énorme merde. Voilà, ce sera dit. Il a fait ça. Okay. Parce qu'il a rejoint le Comic Gate. Donc les gens qui sont pas contents parce que les comics c'est woke et que ça devrait être que des hommes blancs et cis et hétéros qui écrivent les comics. Donc voilà, il a rejoint Van Sciver et toute cette clique de gens pas très cool. On savait déjà qu'il était bien de droite, l'ami Mark Millar, mais là quand tu sais comics, bon. Là, c'est finito, quoi. Moi, je ferai plus jamais de promo pour Mark Millar ou pour quoi que ce soit de trucs qu'il a fait. Même si j'aimais bien qu'il casse le film, pas le comics. Oui. Le comics, c'est vraiment détestable. Donc, voilà. Sur ce, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on parle? C'est XP qui a gagné le quiz. Bravo XP. Mon programme, je crois. Excusez-moi. C'est Rocketeer. Oh, trop bien. On revient sur Rocketeer de Kurt Busiek et je crois que c'est Chris Samney au dessin. Donc voilà, ça va être cool. C'est trop bien Rocketeer. J'espère que tu seras là, Sophie, pour parler de Rocketeer avec nous. Parce que moi, je kiffe Rocketeer, j'adore les trucs pulp. Je serai là. Je crois que j'avais vu un film sur Rocketeer. Ah, il est trop bien le film Rocketeer. Avec Timothy Dalton en Asie. Je crois. J'ai une sorte de souvenir du costume. Ouais, le costume, il est iconique, il est trop bien. Ouais. Il est génial, ce film. C'est vraiment le film de Joe Johnston, qui a fait le premier Captain America. Et vraiment, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Hein. Vraiment, c'est un super film. C'est un super film de Disney. Et il y a Jennifer Connelly dedans. Moi, je suis pas trop fan de Jennifer Connelly, mais là, elle est plutôt pas mal. Et Rocketeer, c'est trop cool. Et si tu connais pas trop l'univers de Rocketeer et de Dave Stevens, eh ben tu devrais t'y intéresser. C'est un mec super intéressant. Je sais pas si tu connais Betty Page, la pin-up. C'est celle de des Looney Tunes ou des quoi? Betty des Looney Tunes ou des Looney Tunes? Je sais pas. C'est Betty Page. C'est une pin-up des années. Une vieille pin-up qui a complètement marqué Dave Stevens et qui l'a repris parce que Rocketeer, il a une copine qui a exactement la même gueule que Betty Page et il est devenu pote avec elle et tout, et c'est une femme qui a je sais pas si c'est une bonne idée, mais une fois qu'elle a commencé à vieillir, elle a décidé de plus se montrer. Et pas de podcast avant de podcast, de plus montrer et qu'on garde l'image qu'elle avait d'elle quand elle était jeune et quand elle était et apparemment elle a plus jamais fait de photos et de sorties publiques pour qu'on garde cette image de elle en Betty Page. Voilà. Bon, après c'est un peu misogyne comme façon de voir les choses, mais bref. En tout cas, on va parler de Rocketeer et ce sera trop bien. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Allez écouter le livre de minuit sur la fantasy, si vous aimez la fantasy. Et si vous n'aimez pas la fantasy, peut-être qu'on vous donnera envie d'en lire, puisque Sophie n'aime pas trop la fantasy et elle vous conseille un bouquin de fantasy. Elle aime pas trop la fantasy, alors que elle a écrit dans je sais plus combien de trucs d'anthologie de fantasy, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'écris pas. Alors, l'anthologie là actuelle que vous pouvez trouver en librairie ou sur le site des éditions Luciférine, Terreur Nordique, c'est pas de la fantasy, c'est du fantastique horrifique, voilà. Et l'autre anthologie, c'est vrai que c'était sur les dragons et qu'il y avait, mais la majorité des textes, la majorité des textes c'était fantasy, mais il y avait du fantastique et le mien c'était de la SF, voilà.
Et par contre, oui, j'ai écrit un texte de fantasy, de dark fantasy, qui va paraître, mais pas cette année, je pense que ce sera l'année prochaine. D'accord. Et je lis actuellement de la dark fantasy écrite par une femme, voilà, qui s'appelle Le Roi des Fauves, et c'est très bien. Et vous pouvez effectivement écouter l'épisode de l'Odyssée de Circé qui parle de SF, si je dis pas de bêtises, que notre ami XP a monté, qui parle du film L'Astronaute réalisé par Nicolas Giraud. Le lien, et je vous le mets là, regardez. Et je le dis directement à XP, j'aurais la flemme de le mettre dans la description parce que je n'y penserai jamais. Voilà. Mais vous l'avez là d'afficher si vous voulez. Sinon, vous tapez l'Odyssée de Circé. Je crois qu'elle fait partie du... Les gens vont râler sur les E et maintenant, je vais avoir des commentaires sur les façons que j'ai d'avoir du hockey ou de roter en plein milieu d'émission. De Galaxy Pop, si je dis pas de bêtises, Circé. Non, je sais plus. Galaxy Pop, oui, voilà. Donc, allez voir ce que font Galaxy Pop. Il y a des trucs cool. Voilà. Bon, on va arrêter l'émission. Notre amie Sophie m'avait dit oui, je voudrais dormir. Et finalement, on a fait 1h30 avec beaucoup de digressions. Et on n'a même pas parlé du petit Grégory. Alors je m'étais dit, je vais essayer de le caler à un moment ou à un autre. Mais bon, voilà. On parlera de la Vologne un autre jour dans notre émission de True Crime. Si vous nous demandez beaucoup, il y a Cosmic, un fidèle auditeur de Comics. Ah oui, Cosmic Beast qui fait des trucs avec Galaxy Pop aussi, effectivement. Et moi, je fais trop de podcasts pour avoir le temps d'écouter des podcasts. C'est ça mon problème. Je suis désolé. Je lis des livres audio, mais j'écoute plus du tout de podcasts. C'est dommage. Il faudrait que je m'y remette un peu. C'est comme ces auteurs qui prétendent écrire et révolutionner l'écriture, mais qui ne lisent pas et du coup qui refont la même chose que... Mais tu sais que tous les auteurs de BD que je rencontre, je pense à Agnieszka, je pense à... Non, Stolas, il lit un peu. Tous les auteurs de BD publiés ou pas publiés, même quand on discutait avec Marcel Chorigan, où ils n'ont pas le temps de le lire. Ils me disent, mais on n'a plus le temps de lire. On lit plus du tout. Donc, oui, mais ils ont lu avant. Oui, avant, ils ont lu. Mais du coup, ils lisent plus les trucs actuels, quoi, je veux dire. Quand tu leur parles de trucs qui viennent de sortir, ils disent, oui, jamais j'aurai le temps de le lire parce que je dessine, je fais. Non, moi, j'arrive encore à avoir le temps de lire. Je pense que c'est important de garder un lien avec l'art que tu pratiques en tant que consommateur de l'art, en fait, parce que si tu te tiens pas au courant de ce qui se fait, c'est compliqué, je trouve. Après, tu peux aussi avoir accès d'une autre manière. Tu vois, maintenant, je lis plus en comité de lecture que les sorties papier, mais... Ok. Je sais pas comment finir cette émission. On va finir comme ça, sur ce petit blanc. Si, tu peux conclure en disant au revoir et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur des étoiles, des commentaires et pour ceux qui n'aiment pas nos faites avec parce que c'est comme ça, c'est comme les digressions, c'est full package et quelque part si vous écoutez notre émission, c'est que vous appréciez tous ces petits trucs qui font qu'on n'est pas des machines, mais qu'on est des humains et que ce podcast est réalisé par une IA. Voilà. Sinon, après, si vous voulez des trucs qui sont un peu moins bruts de décoffrage, les autres émissions sont montées, donc il y a un peu plus c'est un peu plus propre. Là, on est en live, donc on est dans les conditions du direct. Donc voilà. Les autres émissions sont un peu plus montées. Notamment les livres de minuit sur la fantasy que vous pouvez écouter de suite. Allez, sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye bye.